Ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à tous et à toutes, celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Mon cher Seb, nous sommes de retour pour ce 10e épisode. Comment vas-tu ? Ça va très bien, malheureusement un peu trop de Parisiens de retour, mais écoute, on fait avec. Hein. Les pénibles sont revenus à la bouffe. Voilà. Bon, écoute, cette semaine, il y a une émission assez chargée. On va parler farine, on va parler intelligence artificielle, on va parler LFI, Palestine. Voilà, bon, un programme assez éclectique comme toujours. Et donc, on va partir sans plus attendre avec la revue de presse que je lance immédiatement tout de suite. Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays ? Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi ? Dites tout de suite qu'on est deux pauvres cons. Moi, je voulais revenir sur l'émission de la semaine dernière, sur la prestation de notre ami Tancred Bastille, car j'ai eu du courrier. Du courrier féminin, et Magie Lacustre nous félicite pour le podcast, mais tient à apporter cette précision. Je n'adhère pas du tout dans la première partie sur la moindre productivité des femmes. Il faudrait quand même mentionner la charge mentale qui existe, c'est-à-dire la liste des courses, le je fais quoi pour le dîner, le ménage, etc. Moi, je suis aussi productif qu'un homme, voire plus. Et elle déplore finalement que Sandrine Rousseau et toutes les hystériques ont réussi à monter les mecs contre les femmes et même contre les féministes nécessaires. Je lui ai répondu que j'étais un peu d'accord sur la productivité parce que de mon point de vue, en tout cas dans le tertiaire, je suis pas convaincu que les femmes soient moins productives. J'ai même l'impression de l'inverse dans certains cas, même souvent. Et le tertiaire, c'est quand même l'essentiel des jobs, en tout cas chez nous, sur Paris. Je pense aussi, ce qu'on n'a pas précisé avec Tancred, c'est qu'il doit y avoir de grosses disparités en fonction des régions et des corps de métier et des pays même. Voilà. Et comment comparer la productivité d'une directrice des ressources humaines avec un cantonnier, par exemple ? Comment on compare avec donc on est toujours sur la même question des salaires. Il faut comparer à emploi équivalent taux plein et à même job. Or, en ce qui concerne le cantonnier, c'est simple, il n'y a pas de femmes. Donc voilà, c'est la première chose. Il y a des métiers où il n'y a pas de... Ouais. En ce qui est de la charge mentale et de ce qui se passe après le travail, j'ai envie de dire, c'est à qui ? C'est-à-dire, l'entreprise n'a pas à se préoccuper, je pense, de ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'elle ne s'en préoccupe pas, tout comme l'État. Voilà, c'est mes remarques. Continuons sur cette charmante dame qui nous écrit et que je salue au passage. Voilà, c'est tout. C'était juste, je voulais apporter cette précision. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ça nous fait très plaisir. Et elle nous félicite pour le podcast quand même. Voilà, moi, je retiens ça. Et de toute manière, un podcast, il faut que ça froisse un petit peu. C'est comme, c'est de ces vieux pulls que l'on aime. Ils sont détendus, ils froissent un petit peu la peau, mais on les remet toujours quand on revient de la promenade avec le chien. Mais puisqu'on va parler de l'Arcom qui a été extrêmement rapide, puisque saisie en avril, en août, elle prononçait l'interdiction de C8. Tout à fait. Cette chaîne... c'était il y a un an, oui, c'était en août. C'était l'année dernière, bon. Mais les conséquences n'ont pas terminé d'arriver parce que Bolloré en a profité en disant, puisque j'ai moins de chaînes de télé, mais ma participation à la production et au financement du cinéma français doit être renégociée. Donc, première des choses, globalement, c'est une réduction drastique du financement et de l'investissement de Canal+, du cinéma français. La chaîne cryptée investira désormais 160 millions d'euros par an jusqu'en 2027, c'est-à-dire une baisse de 27%, puisqu'avant elle investissait 220 millions d'euros. Et encore, on n'est pas en euros constants. Donc ça, c'est la première chose, donc 27% de moins pour le cinéma français. Et bam, dans ta face. Il y a une clause en plus qui prévoit que maintenant, à chaque film, ce sera plus marqué avec le soutien de Canal+, ce sera marqué avec le soutien déterminant. Oui, et ils ont négocié que le nom de Canal+ soit en plus gros sur les affiches, et c'est marqué grâce, merci. Donc il s'est payé. C'est vrai que il s'est payé une pub plus grande pour moins cher. Tout à fait. Et puis ça reste énorme. S'il fait 157 millions pour 85 films, ça va. Ça fait quand même quasiment 2 millions par film. Ça va en faire des films. Non, mais je veux dire, moi, un film à 2 millions, je te le fais. Ça en fait tu vois, si c'est pour tourner dans 2 pièces cuisine avec 3 acteurs, ça vaut pas 2 millions. Surtout que sur les 2 millions, il y a 1 million pour le cachet des stars. Oui, ça dépend des films, mais ça reste encore beaucoup d'argent. Mais bon, ce qu'on retiendra, c'est qu'ils sont
le milieu du cinéma, c'est un peu, pas tirer une balle dans le pied, mais bon, c'est un avertissement. Voilà, c'est un avertissement. Alors, puisqu'on parle de gauche et de pression à gauche et de pression contre la droite et contre Bolloré, je vais te parler, moi, pour ma part, de Mathieu Pigasse. Qui est Mathieu Pigasse ? Donc, c'est le banquier milliardaire qui ne fait pas de mystère, il a décidé de mettre toute son influence et son argent pour acheter des médias, des journaux. Il a racheté Radio Nova, je crois qu'il a les Inrecuptibles aussi, c'est lui, pour combattre l'extrême droite. Et il rachète un à un tous les festivals de musique où la jeunesse est présente, We Love Green, Rock en scène. Et justement, à propos de Rock en scène, Mathieu Pigasse est au cœur d'une polémique. Dans la programmation de cette année de Rock en scène, il y a un groupe de rap irlandais qui s'appelle Nick-Ap et qui est perçu par beaucoup comme allant jusqu'à l'antisémitisme et flirtant avec des messages extrêmes. Alors, je vais t'avouer, je ne connais pas ce groupe, mais si tu veux, ça arrive dans un contexte à la fois du point de vue de Pigasse. Radio Nova, c'est devenu Palestine Radio. Une différence de traitement, si tu veux, entre, par exemple, un Bolloré dont on a parlé et un Pigasse, c'est-à-dire qu'il y en a un, dès qu'il fait un truc, on lui tombe dessus, et Pigasse peut clairement exprimer qu'il va tout mettre en œuvre pour lutter contre l'extrême droite, et en gros que tous les moyens sont bons. Lui, on laisse tranquille. T'as les bons milliardaires et t'as les pas bons milliardaires. Mais surtout, il faut replacer la démarche de Pigasse dans un climat français qui est un climat où il y a je dirais pas une montée, il y a une montée des actes antisémites, mais en tout cas il y a une banalisation de l'antisémitisme. C'est ce que j'expliquais l'autre fois, une sorte d'antisémitisme low cost. Donc c'est des appels au boycott, des tags, des actes symboliques. Il y a eu l'arbre de Liane Halimi qui a été déraciné. Tous les jours il y a un petit truc, tu vois, ça tapisse le bruit de fond médiatique qui est vraiment très inquiétant. C'est que c'est relayé par des pointures. Hein. Pigasse, c'est un pote de Macron, et c'est quasiment soutenu au sommet de l'État. Je dirais pas que c'est soutenu. Enfin bon, l'absence de réaction et la discrétion du chef de l'État par rapport à tous ces actes est assez hallucinante. Là, dans la lettre qu'il a fait là, de réponse à Netanyahou, il dit mais là c'est bon, là on va faire entrer le capitaine Dreyfus au Panthéon, c'est tranquille. C'est super courageux. C'est 125 ans après sa mort, c'est sûr les Juifs de France sont rassurés. Et puis il est devenu général à titre posthume, donc regardez comme on est sympa. Voilà, donc c'est ce double tranchant, c'est-à-dire que parallèlement, je vois au même moment, il y a toujours Dieudonné qui se prend des charges de police, on lui empêche de recevoir chez lui des gens. Enfin, c'est comme si en fait la lutte contre l'antisémitisme en France se résumait depuis 20 ans à Dieudonné. Il n'y a que lui d'antisémite. On combat Dieudonné jusqu'à l'absurde et on laisse faire tout le reste. J'ai l'impression qu'en fait l'antisémitisme se banalise, comme si les pro-Palestine avaient réussi en fait à faire l'OPA sur une sorte de fond antisémite français en fait, et que finalement ça gêne personne. Tu vois, c'est ils l'ont bien cherché. Voilà. Moi, ça me fout mal à l'aise. J'ai fait un peu d'histoire, donc voilà. Toi et moi, on est de la même génération, celle où on allait voir Nuit et brouillard au collège, par exemple. Plus jamais ça avait plus qu'un sens. Moi, j'ai aussi un grand-père qui est mort en camp de concentration, donc je recolle les choses. J'aime pas ce truc-là. Ouais. J'aime pas, ça pue. Mais c'est marrant. Mais ils ont la carte. Ils ont la carte dans les médias. Ils ont la carte même maintenant, sommet de l'État. Mais moi, je te dis, d'abord, ils sont de gauche. Donc, s'ils sont de gauche, ils sont bien. Moi, j'en viens même à me dire, dans 10-15 ans, il n'y aura tout simplement plus de juifs en France, parce que les mecs, ils vont se barrer, en fait. D'autant que c'est Guy Lui qui signalait ça dans un de ses bouquins, sur le nombre de crimes racistes recueillis par la gendarmerie et la police sur tout le territoire français. Alors, disons, c'était il y a 10 ans. Et on a été à quelque chose comme moins de 100. Oui. C'est dire à quel point la France est un pays raciste. Et Guy Lui d'insister, de dire, et sur les moins de 100, c'était 65, donc même pas un par département. Les 2 tiers sont le fait de musulmans sur des juifs. Ce sont des actes antisémites. Et puis moi, je dis, c'est vraiment le truc low cost, tu vois, c'est ces petits. Je vais te passer un extrait là, c'est un truc que j'ai chopé sur Instagram. Il y en a, mais pléthore, des centaines, des milliers, des appels au boycott, là c'est en l'occurrence c'est une blogueuse qui s'insurge contre Jamel Debbouze, donc qui a un restaurant je sais plus, à l'Institut du monde arabe, voilà, et où il sert des grands crus apparemment qui viennent d'Israël. Bon, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il veut, donc je te passe le petit message. Jamel Debbouze, on en parle. Ce mec vient de se faire épingler parce qu'il vend dans son restaurant des vins de colonies israéliennes, c'est-à-dire des vins de colons israéliens, des vins de personnes qui ont volé, qui ont peut-être assassiné des Palestiniens pour récupérer leur maison, leur territoire, leurs vignes. Pendant que toi, tu es en train de regarder si ta mangue vient du Pérou ou d'Israël, lui, il passe commande directement aux colons israéliens pour leur demander du vin. Tu es en train de me dire que nous, depuis 2 mois, on voit des enfants mourir de faim. Et lui,
lui, il passe commande. Et lui, il passe commande directement pour financer la bête. Ces gens sont ravagés de la tête. C'est un truc de fou, quoi. C'est presque, en fait, il leur faut ça pour pouvoir vivre. C'est l'individu laissé seul dans un monde de plus en plus individualiste est complètement perdu. En fait, il leur faut ça pour exister, c'est-à-dire, tu vois, des sensations, des sensations qui les réveillent. Non, mais ça, le mécanisme, je peux le comprendre pour certaines personnes. Moi, ce que je vois, que c'est quand même, je veux dire, concrètement, il y a quand même, je sais pas, c'est comme si on avait oublié aux Aratora, on avait oublié, enfin, il y a quand même des gamins qui se sont fait buter en France dans des écoles à bout portant. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je comprends pas qu'on fasse pas le lien entre ces propos, ce climat et au final ce qui arrive sur place. Enfin, je parle pas de la Palestine, je parle de la France. Puis là, l'histoire du pinard, enfin, ça me rappelle cette très vieille chanson des communards, La butte rouge, c'est son nom, hein, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. C'est au moins qu'elle écrive une chanson, je sais pas, au lieu de pleurer. Alors moi je parle de Chat Control, qui est en négociation, en cours de négociation, donc qui est un projet de loi européen, qui va être au nom de la démocratie, de la protection des enfants et des fleurs rouges, qui vise à nous protéger contre la désinformation, le mensonge, la pédocriminalité, et de quelle manière? Tout simplement en lisant, en ordonnant aux prestataires de services d'applis de communication, on va dire Telegram et autres, de lire le courrier a priori. Alors Fabrice Epelboin est vent debout contre cette histoire et nous rappelle que le personne n'a rien à cacher, c'est toujours l'argument, mais si t'as rien à cacher, t'as rien à craindre. Bon, bah écoute, dans ces cas-là, quand tu vas aux toilettes, mais ferme pas à clé. Oui, puis j'aimerais bien. Si t'as rien à cacher, montre ta chatte, pas de problème. Un message à Brigitte. Ouais, vas-y Brigitte, t'as rien à cacher, montre-nous. Donc c'est l'idée de, on va supprimer les verrous des toilettes parce que il faut rien avoir à cacher. Si t'as rien à cacher, t'as rien à craindre. Et Epelboin rappelle juste ce bon sens. Toi, tu peux, disons que moi, j'ai peut-être rien à cacher, mais il se peut que toi, tu m'aies confié quelque chose que tu as à cacher, c'est auquel cas je suis dépositaire de ton information et de celle-ci. Donc, l'intimité, elle se partage, une vie privée, c'est des vies connectées entre nous. Et ça recoupe avec ce que je viens de dire. On est vraiment sur cet individu isolé, donc petite entreprise de lui-même, et qui n'aurait donc rien à cacher. Et puisqu'il n'a rien à cacher, il doit tout montrer. Bien dit. Salut Fabrice Epelboin. Qui a demandé à ce que Clara Chapaz démissionne d'ailleurs sur BFM, donc on y va. On va évidemment parler du drame Raphaël Graven alias Jean Portmanov. Alors je vais avouer, je ne connaissais pas du tout cet individu, je ne connaissais pas l'émission, je ne connaissais même pas la plateforme Kik. Donc, pareil, je viens de découvrir. C'est une bande de racailles wesh, alors pas que d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un fils de bonne famille, mais qui est converti à l'islam et converti à la culture racaille, et qui ont torturé, maltraité un mec, humilié un mec pendant des mois, voire des années. J'ai l'impression que ça dure depuis très longtemps cette histoire. Et alors, savoir aussi qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Contre rémunération. Donc les gens regardaient et payaient. Et c'est surtout, j'ai appris ça, j'ai vu les chiffres. C'était il y a encore la semaine passée, c'était un des live streams les plus vus au monde. On est sur des plus de 1 million de personnes simultanées. Enfin, c'est des chiffres assez hallucinants. Donc on va être clair. Avant que je développe un peu, ces tortionnaires n'ont rien à faire pour moi dans le monde des vivants. Ils sont perdus. Il n'y a pas de Des salopards. Des salauds au sens sartrien du terme. Donc, il y a deux aspects. Il y a le meurtre, je vais y venir après, et il y a surtout, tu en as parlé tout à l'heure, il y a l'ARCOM. Donc, parce que, évidemment, ce qui se passe, c'est que cette histoire, moi je ne l'avais pas suivie honnêtement, mais Mediapart avait déjà fait un dossier là-dessus il y a quasiment un an, qu'ils avaient signalé à l'ARCOM. Ils étaient revenus sur leur signalement, demandant alors vous en êtes où. Et l'ARCOM n'a rien fait. Donc là, tu as quand même une SARL de la torture en direct, signalée et resignalée. Et en face, tu as un organisme. Texte de loi. Qui permettent d'agir vite. Tu as le DSA qui a été voté, l'ARCOM qui nous dit on n'a que 20 personnes qui travaillent. Oui, alors là, leur défense, c'est parce qu'ils étaient visiblement à cette époque-là, ça coïncide justement avec ce que tu parlais tout à l'heure sur la mise au pilori de Bolloré et d'Hanouna. Ils étaient, à mon avis, full-time sur Cyril Hanouna. Et voilà, là, un mec qui se fait torturer, peu importe. Il faut qu'on combatte l'extrême droite, tu vois. Donc, alors maintenant, la défense de l'ARCOM, c'est on n'a pas assez d'argent, on n'est pas assez nombreux. L'ARCOM, c'est 50 millions d'euros par an et ils sont 60 salariés, je crois, ou 50. 360. 360. Oui, non, ils sont pas 60, ils sont 360. C'est une fusion du CSA et de la DOPI, l'ARCOM.
en fait, c'est un appareil de censure. En fait, en gros, c'est un appareil de censure politique. Là, comme Au ça, nom de la liberté. Au nom de la liberté. Tu n'y rentres en gros que par copinage et cooptation. Tu ne rentres pas autrement. Donc, ce qui est la garantie du conformisme idéologique de ses membres. D'ailleurs, là, hasard du calendrier, on vient d'apprendre la nomination pour 6 ans non révocable d'un nouveau membre au CSA qui est un militant antifa et revendiqué anti-Bolloré. Ça n'est presque. Mais c'est au nom de la liberté. Ça n'est presque super, mais les mecs se cachent pas non plus. Bon, voilà. Donc là, on parle quand même d'un gouvernement qui fait arrêter le créateur de Telegram et qui veut boycotter Elon Musk et son réseau. Qui a fait fermer RT France, qui ferme des médias. C8, qui fait fermer les médias. Voilà. Mais qui laisse mourir en direct un citoyen français. Et ex-militaire. Voilà, ex-militaire. Et c'est mon deuxième point. Je pense que si le mec n'avait pas été blanc, si ça avait été en gros quelqu'un d'une autre couleur de peau, ou même éventuellement, je pense même un chat ou un chien, tu vois, je pense que ça aurait fait plus de bruit beaucoup plus tôt. Non, moi je suis pas ulcéré, je suis révolté. Je pense qu'effectivement les tortionnaires, dont la défense a commencé, et elle est immonde. Alors, ce qui est fou, c'est que donc bon, il y a les vidéos, il y a encore quelques jours de ces supplications, de ces cris, enfin, je veux dire, il y a des trucs assez insoutenables. Ils étaient vraiment disponibles à profusion. Je trouve l'impression que ça c'est en train de se nettoyer sur les réseaux. Et là, ce que je regarde très peu la télé, mais j'ai vu 2-3 interventions de l'avocat des mecs mis en cause. Donc l'avocat est lui-même une racaille. C'est un truc de fou. Oui, le gars, il a sa maîtrise du français est très négociable. En fait, c'est l'avocat ému. J'ai vu des passages sur BFM assez hallucinants où en fait ils sont en train de réhabiliter carrément les bourreaux. Ça renvoie à 2-3 affaires justement. Et encore une fois, je file mon idée sur cet individualisme occidental perdu parce que ça renvoie à l'affaire du lancer de nain. Ouais. De dire si le nain est consentant à se faire lancer, alors laissons-le tranquille. Ce à quoi la justice avait répondu non, il y a la dignité humaine est un droit supérieur et inaliénable, le consentement ne tient pas, mais on a affaire à des gens. Combien de temps ça va durer? Il y a l'affaire et la deuxième affaire à laquelle ça renvoie, c'est le couple gay allemand dont l'un avait le fantasme d'être mangé et l'autre de le manger. Et puisqu'ils étaient tous les deux consentants, l'un pour manger, l'autre pour être mangé, ma foi, qui sommes-nous pour juger? Tout à fait. Donc voilà, histoire horrible qui est bien révélatrice. Dont on va reparler. Dont on va reparler, et puis qui est très révélatrice, comme tu dis, à plein d'aspects, sur plein de niveaux de la dégringolade française, en fait, parce que c'est... Moi, tu vois, pour l'anecdote, j'avais fait un film il y a presque un quart de siècle, il y a 25 ans, qui racontait un peu en fait, la mise à mort d'un individu au sein d'un autre groupe, mais je l'avais imaginé comme quelque chose étant orchestré par une production, tu vois, une sorte de dérive de la télé-réalité qu'on connaissait. Quel est ce film dont tu avais parlé avec... Le prix du danger. Voilà. Oui, c'est un peu dans cet esprit-là. Moi, j'avais fait quelque chose dans ce goût-là. J'aurais jamais... Alors, je l'avais un peu imaginé, mais je n'imaginais pas que ce serait auto-géré comme ça. C'est-à-dire qu'on deviendrait nous-mêmes nos propres exploitants, bourreaux, tortionnaires et victimes. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin... Parce que ça, c'est pas le grand capital qui organise ça. Ce sont des êtres humains qui ont des outils à disposition et qui le font. Alors, je signale ici, mais j'en reparlerai plus tard, mais on est un peu sur le thème là, de ce podcast dont, encore une fois, on n'a pas vraiment choisi, mais on tombe toujours sur des thèmes communs. Ce livre magnifique et visionnaire de Christopher Lasch sur le narcissisme, la culture du narcissisme. Alors, il a été publié en 79 aux États-Unis, il est arrivé en 80 en France, et j'en reparlerai parce que il est visionnaire et il annonce, donc 50 ans avant, il annonce déjà tout ce qu'on est en train de dire. Écoute, on va passer. On continue. On enchaîne avec le gros dossier du jour. Parce que là, c'était vraiment un dossier. C'était les amuse-gueules. Là, c'était les amuse-gueules de la société qui va bien, de la France Potemkin. Voilà, c'est parti pour le dossier. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Ça arrache. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Alors, arrachez-moi. Cette semaine, on va parler de la vidéo qui fait le buzz, que vous avez peut-être déjà vu, que moi j'ai relayé abondamment sur mes réseaux. Le débunkage par un vidéaste qui s'appelle Monsieur Fick, débunkage de Luc Julia. Alors, qui est ce Luc Julia? Luc Julia est une sorte d'expert de l'intelligence artificielle. En tout cas, il est présenté comme tel par des journalistes qui n'y connaissent rien et le couvre de louanges à longueur de plateau. Place donc à une intelligence naturelle, analytique, hors norme. À l'âge de 23 ans, vous intégrez le CNRS.
CNRS, mais 6 ans plus tard, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être chercheur, mais trouveur. C'est vous qui incarnez ce génie français. En 97, vous inventez l'interface vocale Siri. C'est fabuleux, cette innovation achetée par Steve Jobs. Et vous êtes bourré d'autodérision, de déconne, et vos chemises sont remarquables. Une hallucination collective. Vous avez commencé au CNRS, vous êtes un génie des mathématiques. Je vais vous le prouver mathématiquement, parce que je suis mathématicien, donc je peux faire que ça. Bref, parce que comme je suis mathématicien, quand même, je vais vous faire des démonstrations. Ouais, ça c'est un dernier truc qu'il adore mettre en avant, il serait mathématicien maintenant. Et c'est vrai que c'est pas bête d'essayer de passer pour mathématicien, ça impressionne, je veux dire, un mathématicien c'est rigoureux, c'est précis, ça se contredit pas. Mais en quoi il est mathématicien exactement? Il a jamais publié d'article de mathématiques, ni fait de recherche dans un domaine mathématique, donc ça me paraît un peu étrange de le présenter comme mathématicien. Monsieur Phi, c'est le nom de sa chaîne et ça parle de philosophie, d'intelligence artificielle et ça débunk Luc Julia. Donc voilà, Julien se présente, arrive sur les plateaux avec un argument d'autorité, à savoir, il est le créateur de Siri. Alors, ce qui est démontré dans le documentaire, et c'est pas, honnêtement, c'est pas tous les éléments sont disponibles. Hein. Au mieux co-créateur. Voilà. Donc c'est un mensonge, il passe d'un plateau à un autre, où ce mensonge est répété par les journalistes. Il n'y a même plus besoin de le dire, c'est qu'on le dit à sa place. Et puis ce qui montre bien Monsieur Phi, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, il est co-créateur, puis il passe carrément créateur. Après ça, c'est Steve Jobs qui l'appelait tous les matins. Tu vois, mais ça vient des journalistes. Dans le montage de Monsieur Phi, où il superpose la même phrase, mais prononcée dans des lieux et des émissions différentes, ça montre qu'il y a un psittacisme. Ce sont des perroquets qui répètent. Julia n'est pas le créateur, ni même le co-créateur de Siri. C'est un type qui, à un moment, fait partie d'une équipe de 20 personnes qui ont travaillé sur un des brevets utilisés par l'équipe qui a fait Siri. Voilà. Bon, d'accord, c'est l'histoire de je connais le gardien voilà. de la cousine. Bon, au passage, Siri, c'est une des rares IA, c'est même pas une IA d'ailleurs, mais c'est une des rares IA qui, au fil des générations, est de plus en plus stupide. Mais bon, je le mettrai même pas en avant personnellement, mais bon. Et ça date un peu. Oui, ça marchait mieux il y a 7 ans. Donc la France. Ouais, exactement. L'enquête de Monsieur Phi démontre également que le Julien en question raconte à peu près n'importe quoi dans ses conférences supposées scientifiques. Il suffit de dire le mot mathématique et ça impose le respect du plateau de Télématin aux auditions du Sénat où il est acclamé. C'est ça qui est fou, c'est que le politique s'y met aussi. Ça montre surtout le niveau nullissime d'éducation scientifique de nos journalistes et de nos élites. Bref, Julia donne le là depuis 2 ans de ce qu'il faut penser de l'IA. Pourtant, aussi complet soit son documentaire, Monsieur Phi ne répond pas à la question. Pourquoi ce type, Luc Julia, dont l'expertise ne vaut visiblement pas grand-chose, qui ne maîtrise pas son sujet, n'a-t-il pas été débunké plus tôt? Et au contraire, pourquoi bénéficie-t-il d'autant de tribunes médiatiques offertes par ceux-là même qui passent leur temps à stigmatiser les fake news? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce que comme pour les discours diabolisant Poutine, l'ogre ou la bonne parole du vaccin miracle du Covid qui à lui seul nous délivrera du mal, Luc Julia donne aux Français au sujet de l'intelligence artificielle exactement la version de l'histoire qu'ils veulent entendre. À savoir, oulala, l'IA c'est nul et vous pouvez dormir tranquille, elle ne va pas vous remplacer. Bref, l'immobilisme technologique et même le déni philosophique et sociétal. Je suis assez vieux pour avoir connu exactement les mêmes phrases de déni en France avec le téléphone portable ou l'arrivée d'Internet dans les années 90. Avec ses chemises rigolotes, son CV surgonflé et son look sympa, Luc Julia est le parfait porte-parole de la France Potemkin appliquée à l'IA. Tout va bien, on est les meilleurs, on a raison sur tout, rien ne va changer. Alors, Louis-Marie, je ne vais pas faire de pronostic trop chiffré, je pense que tu vas y revenir, car en matière d'IA, tout s'accélère à une vitesse jamais vue. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'avec ses postures et ses Luc Julia, la France rate non seulement le train de l'IA, mais elle va très vite se le prendre dans la gueule. Et alors moi, ce que j'aimerais, c'est transformer tous les auditeurs de ce podcast, de Jamais trop pas assez, en experts de l'IA. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, Luc Julia a publié un livre en 2019 qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas » et dont je dois dire que je l'ai lu. C'est creux, c'est vide et c'est sans intérêt et déjà on sent l'esbrouffe. Moi, je vais donc, mon but c'est de vous donner un certain nombre d'informations de chaînes vidéo qui sont très très bien sur l'IA et qu'à la fin de cette chronique, vous soyez des méga experts, des turbo experts de l'IA et que vous restiez près de votre téléphone à attendre que le Sénat vous appelle. La chaîne Monsieur Phi qui parle d'autre chose, il n'y a pas que la vidéo il débunk le Julien parce que Monsieur Phi ça fait longtemps déjà qu'il parle, alors on mettra les liens, mais notamment il cite un projet qui est de benchmark des IA. Ouais. Et tu disais ça avance très très vite, mais là on le voit. Alors un benchmark, c'est
pas tant une mesure qu'une comparaison des mesures sur le temps, donc de voir à quelle vitesse les IA avancent. Alors, ce qu'on apprend grâce à Monsieur Phi, c'est que le spécialiste de l'IA en France, c'est pas Luc Julia, mais c'est un monsieur qui s'appelle François Chollet, qui, outre qu'il il est 2 fois moins vieux que Luc Julia, et François Chollet a créé un site qui permettent de benchmarker les IA. Il y en a d'autres, alors, et notamment ce que dans le benchmark, ce qu'il prend en compte, c'est la capacité qu'a l'IA à répondre à un certain nombre de problèmes. Ici, ce sont des sortes de jeux à la Tetris de logique, mais surtout, à quel coût il peut répondre à ces problèmes. C'est aussi ça qui doit être pris en compte. Et donc, pour l'instant, il y a un prix à gagner pour les IA. Les IA n'ont pas encore réussi à remporter. Il y a, donc, on y découvre dans cette vidéo de Monsieur Phi qu'il y a d'autres benchmarks en cours, et il y en a un qui porte sur les mathématiques, où des problèmes de maths sont posés, mais des vrais problèmes de maths, des gros problèmes de maths, des problèmes d'universitaires. Et Terence Tao, qui est l'un des plus grands mathématiciens vivants, lui, c'est pas un guignol comme Luc Julia, c'est un vrai chercheur, et c'est un trouveur aussi, et c'est un monstre. Et qui dit à propos des problèmes qui sont posés aux IA, moi, à part ceux qui sont dans ma branche auxquels je pourrais répondre, je pourrais pas répondre aux autres. Par contre, je connais celui qui pourrait le faire. Voilà. Donc ça, c'est Monsieur Phi. Alors, pour les plus matheux, puisque quand on parle d'IA, il faut parler de maths, pour les plus matheux, je vous recommande la chaîne Science for All, for et s'écrivant avec un 4, donc la science pour tous et toutes. Alors lui, c'est aussi un mathématicien et qui présente l'IA, et notamment qui présente le fonctionnement, qui présente aussi l'aspect mathématique des IA, qu'est-ce qu'il y a derrière d'un point de vue mathématique. Donc il faut y aller quand on a un bon bagage, mais elles sont très très bien faites. Donc Science for All, on mettra tous les liens, je pense. C'est la chaîne YouTube Science for All. Voilà, okay. Science 4 AL. Il se pose quand même un problème, parce que des problèmes IA, il faut se les poser, les questions, des problèmes IA, vous avez vu. Donc il se pose la question, l'auteur de Science for All, entre les dangers que posent les IA et les algorithmes aux démocraties. Après tout, quand une IA est capable de prévoir ce que vous allez voter, c'est une nouvelle d'Asimov sur les lecteurs uniques. À partir du moment où l'IA sait ce que vous allez voter, il est plus utile que vous alliez voter, et un seul électeur peut aller voter à votre place. Et donc une autre chaîne, c'est celle du précepteur, sur lequel je vais m'alourdir un peu plus. Alors le précepteur est un prof de philo, donc c'est aussi la philosophie qui permet de s'interroger sur l'IA. Et le précepteur a fait, alors première vidéo, il a fait un prank. C'est parce qu'il a parlé d'un livre écrit par Xianwei Chun qui s'appelle Hypnocratie, publié en 2025, qui a rencontré un grand succès, qui est un livre de philosophie où l'on décrypte et cartographie l'architecture du pouvoir contemporain fondée sur la production d'un état altéré permanent. Chouette. Et en fait, ce livre a été coécrit par une IA, ou plutôt, ça a été écrit par une IA. Et l'auteur n'existe pas. L'auteur est un Italien et non pas un Sud-Coréen. Et personne ne l'a vu. Et de ça, on va parler. Alors, le précepteur signale 2 dangers de l'IA, et ce sont des dangers qui sont extrêmement intéressants, qu'il faut prendre en compte. Le premier danger, c'est la rupture du système de récompense. Nous sommes câblés d'un point de vue neurologique pour supporter l'effort au nom de la récompense que l'on va en tirer. Qu'est-ce qui fait que toi, moi, allions jogger plusieurs fois par semaine, supportons l'effort pendant 1 heure? C'est la sécrétion de la dopamine à partir de 3 km qui fait qu'au bout d'1 heure, on est dans un état de bien-être. C'est la récompense. Qu'est-ce qui fait que l'on admire un auteur? Que sa récompense soit, outre ce qu'il gagne en vendant son livre, soit l'admiration de ses lecteurs, c'est parce que c'est l'effort qu'il a fourni pour écrire ce livre. Mais quel prix es-tu prêt à payer, Seb, pour un livre écrit par une IA ? Je veux pas d'idée arrêtée là-dessus, parce que j'ai moi-même travaillé avec une IA pour l'écriture d'un livre, et franchement, ce qui compte, c'est le produit fini. Donc, alors, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est l'argument. Ce qui compte, c'est comme le beefsteak. Si ce qui compte, c'est que le beefsteak dans ton assiette est bon, on peut le bourrer d'hormones, le congeler et lui faire 3000 km par jour. Il y a que ça qui compte.
compte. Alors, on peut revenir aussi, par exemple, sur l'arnaque Spotify avec le Velvet Sundown. Alors, donc, Velvet Sundown est un groupe bidon entièrement... en fait, c'est une IA. Et ça a été entièrement fait par l'IA. Les photos comprises, les musiques, rien n'est vrai. Et Spotify a lancé ça, a obtenu un franc succès. Et son argument était précisément celui que tu viens de donner. Qu'importe si ça t'a plu. Si ça t'a ému. Non mais moi je veux pas avoir de trucs définitifs là-dessus parce que je dis honnêtement on peut avoir le même discours sur les effets spéciaux au cinéma, sur le son au cinéma. Je pense qu'il y a eu les mêmes débats quand le son est arrivé dans les années 30, enfin il y a 100 ans, tu vois, les gens vous disent maintenant c'est pas du cinéma, il y a du son. Donc tu vois, maintenant c'est des trucs qui nous paraissent arrière. Attention, je crois que là on n'est pas sur le même registre. Le son au cinéma n'a pas remplacé, il a apporté quelque chose. Là l'IA remplace. Et il s'inscrit dans ce principe de récompense qui est à l'origine d'un certain nombre de choses que l'on fait, qui est même à l'origine de la société humaine. Le fait que tu acceptes de souffrir. C'est ce qui fait qu'un enfant grandit, c'est qu'il accepte de retarder le principe de la récompense et le principe du plaisir. Là, il n'y a plus de récompense. Côté créateur. Oui. Mais j'ai envie de te dire, pour créer quelque chose avec... Alors, si l'IA doit remplacer les créateurs, je pense qu'on en est encore super loin parce que moi, j'ai travaillé sur 2 livres, la réécriture de 2 livres avec l'IA. Honnêtement, ça m'a... Tu les as écrits d'abord. Oui, voilà, c'est ça. La différence, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais un travail collaboratif, honnêtement, moi, j'ai mieux collaboré avec l'IA, et en plus, pourtant, c'était pas des versions payantes, que je n'ai jamais fait avec des éditeurs. L'outil, c'est une chose. On est bien passé de l'écriture à la plume, à la machine à écrire, au traitement de texte. Ce sont des outils. Mais là, il s'agit pas. Ça existe déjà des livres qui sont entièrement écrits par l'IA. Donc, en fait, l'auteur n'est plus que celui qui a créé le prompt. Et donc, moi, la question que je pose, outre et que pose le précepteur, c'est le principe de récompense. Donc, altération du principe de récompense. Et la deuxième question, elle est plus marxiste, c'est combien on payera un livre qui a été écrit par une IA ? Juste le prix du papier. Si des livres sortent écrits par IA, moi je veux qu'il y ait écrit livre écrit par une IA, tout à fait. Et je l'achète 2 €, le prix du papier. Tout à fait. Non, bien sûr, il faut que ce soit précisé. Ça, voilà. c'est même le travail collaboratif avec une IA doit être précisé, mais en même temps, une fois de plus, ça c'est des débats qu'on a maintenant. Je pense que, tu vois, quand le montage virtuel est arrivé, avant qu'on montait les films avec des bouts de ciseaux, le montage virtuel est arrivé, tu as eu les mêmes discours. C'est plus du monde, ça va toucher. C'est plus vraiment du cinéma, c'est plus du machin, ça remplace, il faudra le préciser dans les films. Maintenant, il y a carrément plus de pellicule au cinéma. C'est complètement dématérialisé. Dans la musique et le son, qui est un domaine que je connais mieux, quand est arrivé l'informatique, l'enregistrement, on a dit oui, mais c'est pas chaleureux. On a dit, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des réticences au moment où arrive une nouvelle technologie par les titulaires de l'ancien ordre. Donc là, il y a une réticence. Mais là, il ne s'agit pas c'est la question de savoir est-ce que je peux m'installer chez toi, fais-moi un peu de place. C'est la nouvelle technologie qui dit à l'ancienne, écarte-toi, toi là que je m'y mette. Là, l'IA va remplacer. Et donc, on arrive au deuxième point soulevé par le précepteur, qui est l'altération du principe du système, la rupture du système de confiance des sociétés. Là, les gens pourraient se dire, mais en fait, c'est des IA qui parlent dans le podcast. Et tu pourras dire, non, c'est pas une IA, tu ne pourras jamais le prouver. Alors, il y a 2 choses. Toi, tu parlais d'un point de vue créateur. Effectivement, quand tu fais un travail de création, ça peut être un outil enrichissant pour le créateur. Et quand tu dis moi, j'étais très satisfait du travail que j'ai fait avec l'IA en termes du truc, parce que je ne l'aurais même pas fait sans l'IA, en fait. Ça m'a vraiment apporté un plus. Ça, c'est une chose. Tu as écrit le livre d'abord. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que c'est un partenariat indispensable. Enfin, indispensable, qu'il ne l'était à ce moment-là. Ça, c'est une chose. C'est le travail de créateur. Après ça, l'IA va remplacer moult jobs. Quand je dis moult, c'est à peu près, en gros, tout ce qui se passe derrière un écran dans les 10-15 ans, ça a disparu. Le quaternaire. Voilà, c'est donc... le dit Tancred Bastier. Et ça va taper très large. Ça va aller de la caissière, mais ça va aller à l'architecte, même des médecins. Ça va vraiment fracasser plein de classes sociales. Surtout en France, on a misé tout sur le tertiaire, donc on va être décimé. Et ça, c'est
c'est un truc qu'on ne veut pas voir. Enfin, c'est pour les Julia sont là pour agiter le truc, pour pas que les gens s'énervent, tu vois. Mais en fait, en gros, c'est pour revenir à l'émission de la semaine dernière, il y a hélas beaucoup de femmes il y a plus de femmes qui vont être remplacées que les hommes, parce qu'il y a plus de femmes dans ces métiers tertiaires, et que les hommes sont, on l'avait signalé, dans des métiers physiquement pénibles, où là, l'IA va pas aller mettre les pieds. Moi, si j'ai un conseil à donner, faites plombier ou déboucheur de chiottes ou charcutier, ou cuisinier. Vraiment, ne faites plus d'autres formations. Donc ça, c'est une chose. Après ça, il y a un autre côté consommateur d'IA. Alors tu dis la rupture de confiance. Moi, je te le signe, ça va arriver. Quand tu vois déjà le développement des assistants personnels, des Alexa, des Siri, des machins dont on parlait tout à l'heure, vu les progrès de l'IA qui sont, quand je disais des années en minutes, ça va à une vitesse de dingue. Entre le moment où c'est arrivé en gros sur le marché mi-2023, on est même pas 2 ans après, là. Enfin un peu plus de 2 ans après, il s'est passé 5 siècles. C'est impressionnant. Et là, donc je vois la conjonction, quand je vois déjà comment c'est une version sublimée de l'être humain, l'IA, avec tous les bugs, les mises en garde, il y a plein de trucs qui déconnent, mais voilà, ça s'améliore à grande vitesse. Si tu veux, moi, ce que je vois arriver gros comme une maison, c'est qu'on va tous avoir. C'est plus un assistant personnel, on va avoir des clones numériques de nous, mais des clones numériques qu'on aura dans la poche qui penseront comme nous, parce qu'ils nous connaissent, ils se nourrissent de ce qu'on est, qui seront comme nous, plus performants que nous. C'est qu'on aura notre données individuelles, c'est le nouveau pétrole. Ils sauront mieux nos pensées que nous-mêmes. Et avec ce gros avantage, c'est que nous, on vieillit, on perd des neurones, eux, ils en gagnent. Enfin, les IA en gagnent. C'est fini, le match, il est plié. Le match est plié. Moi, je vendrais pas la peau de l'être humain avant de l'avoir entièrement niqué. Alors, il y a un autre danger sur la cybersécurité avec les IA, et qui est signalé par un autre spécialiste français, qui est Maxime Fourne, donc sur la chaîne Élucide. Lui signale que l'IA a une capacité de persuasion supérieure à l'être humain, qu'on est beaucoup plus facilement convaincu par une IA que par un être humain, et ça c'est une source d'inquiétude. Et enfin, pour finir, 2 articles sur le site Le Sacer francophone. Alors, les 2 articles s'appuient sur des études publiées dans Nature. La première, c'est sur les faux alignements, c'est l'IA fait semblant de s'aligner sur ce que les créateurs veulent, mais est capable de parfaitement s'en désaligner. Donc, notamment, on se souvient de l'IA de Google qui produisait des officiers SS black. Parce qu'il ne faudrait pas ostraciser les blacks. Donc oui, il y a eu des blacks aussi SS. Et enfin, un deuxième problème, c'est l'effondrement des modèles. Alors, succinctement, j'explique. D'abord, le mot scientifique pour IA, c'est LLM, Large Language Model, ou agent conversationnel en français. Et en fait, ce sont des algorithmes et des programmes qui sont conçus pour parler et qui s'auto forme à parler. On a des cas de discussion entre IA. Comment se forment-elles, ces IA? Elles se forment en scannant le net à partir de textes écrits par des humains, par des intelligences humaines. Et après, donc, Science for All explique aussi le rôle des probabilités, elle calcule une probabilité de réponse à une question et le mot suivant dans la phrase à l'aide d'exemples pris sur le net de textes humains. Sauf que le problème, c'est que peu à peu, au fur et à mesure, elle remplace ces textes humains par des textes d'IA. Et il y a une sorte de syndrome de la vache folle, c'est-à-dire qu'on nourrit des herbivores avec de la viande de vache. Et donc c'est de la photocopie foireuse, quoi. C'est de la photocopie foireuse. Et tu regardes un tape Hieronymus Bosch, donc Jérôme Bosch. Donc Jérôme Bosch est un peintre qui a fait très très peu de tableaux, dont le style est incroyablement reconnaissable. Ouais. Et quand tu regardes images sur Google, tu vois qu'il y a énormément maintenant de dessins et d'images à la Jérôme Bosch produits par des IA, à tel point que les véritables peintures de Jérôme Bosch disparaissent dans les profondeurs du moteur de recherche. Ce que l'IA risque de rencontrer comme problème, son propre problème, c'est qu'elle s'intoxique avec une IA.
Hein, et ce qui veut dire qu'il y a bien une différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est que l'IA se nourrit de l'intelligence humaine, elle ne peut pas se nourrir de l'intelligence artificielle. De toute façon, ça se dessine déjà. Je veux dire, dans les IA, tu vas avoir les IA low cost et les IA, parce que les abonnements, c'est pour ça. Moi, j'ai pas pris d'abonnement parce que c'est horriblement cher. C'est des trucs à 300-400 balles par mois sur les trucs les plus performants en termes de visuel et de rapidité de calcul. Ça demande beaucoup de ressources. Plus la question de l'énergie et des ressources. Oui. Donc, tu auras l'IA pour les pauvres et l'IA pour l'élite. Mais j'ai envie de te dire, ça va se répliquer et je pense qu'effectivement, le processus de crétinisation que tu mets en place et les risques, bien évidemment, ça va arriver chez les pauvres. Et ne serait-ce qu'entre l'élève qui... Il y a une expérience comme ça, ils ont pris 3 groupes d'élèves, ils leur ont demandé de répondre au même type de questions, un truc très standardisé aux États-Unis, avec les contraintes suivantes. Le premier groupe n'avait absolument pas accès à Internet. Le deuxième groupe avait accès à Internet mais pas à l'IA, et le troisième groupe avait accès à Internet et à l'IA. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, les réponses dans le groupe IA plus Internet sont standards, alors que les réponses Internet sont déjà un peu plus personnalisées, que les réponses sans Internet et sans l'IA sont beaucoup plus pertinentes. Mais surtout, après, ils ont switché les contraintes sur les groupes avec un autre test. Et ce qu'on remarque, c'est que la pérennité des réponses apportées par les élèves, c'est-à-dire ce en quoi ça a été utile pour eux de faire ce travail, d'effectuer ce travail, eh ben, chez les élèves qui ont travaillé sans Internet et sans l'IA, le travail est beaucoup plus profond et beaucoup plus enclin. Alors que chez les élèves qui ont travaillé avec Internet et l'IA, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. En tous les cas, on vous mettra tous les liens pour les chaînes vidéo, tout à fait, pour les... Tous les liens sont à retrouver dans les commentaires de la page Facebook. Ils seront pas ailleurs, ils sont sur la page Facebook de Jamais Trop Pas Assez, le podcast. Devenez nos amis. Voilà, donc devenez nos amis sur Facebook, vous aurez tous les liens de cette émission. Commentez, likez, partagez, et comme le dit mon fromager, si tu aimes, parmesan autour de toi. Voilà, exactement. Sinon c'est râpé. On va passer à faire une petite interlude à propos de podcast et de futur. On va faire un peu le point d'étape sur le podcast à mi-parcours, parce que c'est le 10e numéro, c'était promis. Voilà, je vous passe une petite interlude. C'est le premier million qui est dur à faire. Après, les autres, ils viennent tout seuls. Hein. Et t'avais quel âge quand tu l'as fait ? 6 ans. Ouais, j'étais au supermarché avec ma mère, et là, je reçois un SMS. T'avais un portable à 6 ans ? Oui, bien sûr. J'avais 2 entreprises à gérer. Comment tu voulais que je fasse ? Bon, c'est pas le sujet. Et là, j'ai le téléphone dans la main droite, et dans la main gauche, je saisis une pomme, tu vois. Et là, mon mindset, il s'ouvre. J'ai un déclic. Je me dis, shit, gars, il y a un truc à faire là. Attends, tu vas quand même pas me dire que t'as créé l'iPhone ? Oui, alors. À la base, en vrai, l'histoire, c'est que j'ai pris une mûre et j'ai créé BlackBerry. Mais ça, j'en suis même pas fier, je le raconte pas. Bref. Et juste après, du coup, j'ai pris une pomme. Et là, effectivement, j'ai créé iPhone. Ouais. Mais c'est pas Steve Jobs qui a créé l'iPhone ? J'ai revendu le concept à Steve Jobs. Il était en galère, le pauvre. Il pouvait même pas me payer, je te jure. J'ai pris mon ordinateur, j'ai créé une monnaie numérique en 2 secondes. J'ai dit, vas-y, viens, on appelle ça le Bitcoin. Tu me payes avec ça. Dans 15 ans, ça vaudra de l'oseille. Je te jure. Incroyable. Ce sont des animations et c'est très bien doublé, c'est très drôle. Ça s'appelle Charlie Bass, le compte s'appelle Charlie Bass et c'est rigolo. Il y a vraiment des très très drôles. Quoi. Alors, on commence à avoir des commentaires. J'avoue qu'il y en a beaucoup qui me concernent. C'est toi qui apparaît à l'image. Bon, on va faire très rapide je vais faire une réponse groupée parce qu'en gros le reproche qui m'est fait, c'est par rapport à une supposée conversion à droite, étant posé que j'aurais été un jour de gauche. Merde, t'es de droite. Mais bon, moi de toute façon j'ai un peu l'habitude. Je peux me faire traiter de sale communiste à 13h et à 13h02 de sale facho. Donc je suis un peu rodé, donc ça ne me fait plus rien. Donc, de toute façon, même la définition même de gauche, de droite, pour moi, il y a un côté le côté sectarisme et pensée hermétique me fait peur de toute façon. Voilà. Donc, j'ai envie de lui opposer le concept de haut et de bas. Tu vois, il y a t'es de gauche, t'es de droite, puis il y a aussi t'es d'en haut et t'es d'en bas. Tu ne me fais pas si bien dire, j'y viendrai après. Parce que moi je rebondis très rapidement. Moi, j'étais de gauche avant, et puis on me dit mais pourquoi t'as quitté la gauche ? Non, c'est pas moi qui ai quitté la gauche, c'est la gauche qui m'a quitté. Oui, voilà, moi, c'est ce que je réponds souvent, mais bon, je pense que personne ne peut se revendiquer que la gauche lui appartient ou la droite. Et puis c'est des étiquettes. Voilà. Bon, ça c'est une chose. On m'a dit aussi que je vieillissais mal par rapport à ça politiquement. Moi j'ai envie de dire la vie c'est le mouvement. Pour moi c'est la définition de la vie, c'est le mouvement. Donc qui ne bouge pas meurt. Donc voilà, et ça fait partie aussi. Si tu bouges pas toute ta vie avec les mêmes idées, tu vas être comme ces boomeuses qui assistent au meeting de LFI. Elles sont toutes blanches, il y a que des blancs parmi.
Donc voilà, ça c'était un point de vue. Donc on vous remercie pour vos messages. J'ai beaucoup de messages positifs pour nous dire de continuer. Donc le point technique, c'est qu'on est passé à la vidéo. Donc ça nous fait beaucoup de travail en plus. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ça change un peu la dynamique de l'émission, mais on est obligé de passer par là parce que, comme j'ai expliqué une fois, l'environnement est assez concurrentiel. Il y a beaucoup de choses. Donc il faut on a pas mal tâtonné techniquement au début. Je ne sais pas si vous constatez, mais sur cette émission spécialement, le son y est différent par rapport aux précédentes. C'est parce que là, on est enfin équipé podcast. Oui, ça met du temps. Mais bon, ça a mis du temps. Voilà, il faut qu'on trouve un studio aussi. Enfin, bon, voilà. Mais bon, on y va petit à petit. L'oiseau fait son nid. C'est artisanal. C'est un podcast qui est artisanal, qui est fait avec le cœur, avec de l'amour dedans. Voilà, et entièrement bio. Il n'y a pas de, c'est pas génétique. Totalement bio. Donc voilà, on investit un peu dans la mesure de nos moyens. On a mis en place un Tipeee. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Il y a un Tipeee jamais trop pas assez qui est en ligne, tipeee.com. Je mettrai le lien dans les commentaires. Donc si vous voulez nous aider, bien évidemment. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place de contrepartie, mais ça viendra. Ça va venir. Ça va venir. Faut qu'on réfléchisse dessus, mais voilà. Et on doit toujours une bière. Et on doit toujours un verre. Mais il m'a dit qu'il était. Si, il m'a répondu. Voilà, tu m'as dit. Il est dans le sud. Il est dans le sud et nous on est dans le nord. Quand il passe à Paris, voilà. tu nous fais. Bon, voilà. Donc voilà, on est toujours prêt à rencontrer les auditeurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste qu'on est très parisiano-parisien centré actuellement et que voilà, on est là. On a nos défauts. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Et puis je veux pas que tu fasses cette émission. C'est l'occasion jamais de dire la vérité, va. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Je te passe une petite vidéo que j'ai récoltée. C'est une mine, ce site. C'est sur Twitch gauchiste. Et là, c'est une Twitcheuse de gauche. Écoute, je passe. On en discute après. Moi, j'en reviens au tweet de Darmanin. Darmanin qui dit: oh là là, LFI veut stopper la sécurité. Stopper la sécurité. En désarmant la police. Désarmer la police n'arrête pas la sécurité. Ou alors la sécurité si tu es blanc. Parce que la police bute effectivement autre chose que des blancs. Et du coup, désolé, mais avoir des gens avec des... Comment tu peux dire armer les gens, c'est la sécurité? On donne des armes à feu pour la sécurité. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. J'ai l'impression qu'elle a du mal à suivre. Comment les terroristes sans armes? Mais t'inquiète pas, c'est pas utilisé contre les terroristes. Aucun terroriste n'a été arrêté avec une arme. Ah ouais, ok. Alors que par contre des jeunes en voiture à 17 ans, si. C'est un strike, mais non, mais c'est un fou. Déjà, un strike. Déjà, tu sens que ça connecte pas. Non, mais déjà, tu sens dans l'élocution, tu sens déjà l'alcool et tu vois les heures les heures de fumette là, tu vois. Mais c'est hallucinant de sortir. C'est un festival. Tu vois, tout ce qu'elle dit, en fait, tu peux le contredire immédiatement. Bon, le truc sur les terroristes, on les a arrêtés avec des lance-pierres au Bataclan, mais c'est bien connu. C'est bien connu, oui. Mohamed Merah, il a été arrêté avec un filet de pêche. Non, mais c'est incroyable. Je crois que la logique de base, qui est principe de non-contradiction, on ne peut pas avoir P et non P en même temps, en tous les cas, vrai et faux. Je crois qu'il n'y a rien qui connecte. C'est tout dans l'émotionnel. Et bon, elle fait évidemment référence à l'histoire de Naël, sans le dire, mais bon, voilà, on va pas faire le débat. On va pas commencer le truc. Tout est inversé chez eux. C'est-à-dire que la sécurité, c'est un gros mot. Le danger, il n'y a pas de danger du moment qu'il n'est pas à peau blanche. Tout est open. Et les émigrés, de toute manière, subissent le racisme systémique. Donc, ils sont en danger. Donc, les femmes sont obligatoirement des victimes, les mecs sont obligatoirement des coupables. Enfin, c'est du binaire en permanence. C'est fabuleux. Et alors pourtant, on a été jeunes nous aussi, mais je n'ai pas le souvenir qu'on était aussi cons, quoi. Alors moi, j'ai juste une brève. C'est de dire que le président de l'INA a été mis à pied parce que le gros cochon, il se goinfrait de coke qu'il achetait à un mineur. On a déjà entendu parler d'une histoire comme ça, donc il a fini, Rachida Dati l'ayant appris, a fini par le mettre à pied. Donc voilà, le mec, le président de l'INA, je ne sais même plus son nom, enfin bref, il sniffe de la coke et il l'achète à des mineurs. C'est pour ça que Paul Stock Image est aussi cher, c'est pour payer la coke du patron. Écoute, alors moi je vais enchaîner tout de suite avec Jean-Luc Mélenchon, donc sur son Facebook. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes
sommes d'en bas et nous voulons chercher ceux d'en haut le 10 septembre. Alors non, Jean-Luc, tu n'es pas d'en bas, tu es d'Allah. Autour de lui, il n'y a pas grand monde d'en bas. Il y a tout au plus Ruffin qui aurait pu prétendre l'être, mais il n'est plus autour de lui. Il a été exclu. Alors oui, l'histoire du 10 septembre, donc Nicolas Quipet, une sorte de manif, et que les gauchistes se sont précipités pour récupérer. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Bon, on verra. On va pas. L'initiative est toujours à suivre de toute façon. Voilà, je pense que ça part sur de très très mauvaises bases, mais voilà, on verra. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, là maintenant, si c'est bloquer le pays, je vois pas. Une fois de plus, c'est se frapper nous-mêmes. C'est pas nous. On doit pas subir. C'est pas à nous de subir encore. Voilà. Ceux qu'on doit bloquer, c'est pas nous, c'est eux. Ce sont les élites, ce sont les lieux de pouvoir, c'est ça. Et c'est physiquement, on sait où ils sont en plus. On sait où ils sont. Il y a Le Monde Diplo avait publié la carte des lieux de pouvoir à Paris, donc. Voilà. Et en plus, tips, on est dans un pays où c'est relativement facile de bloquer les lieux de pouvoir, car ils sont tous quasiment au même endroit. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, à quelques milliers de personnes motivées, on y arrive. Tu vois que LFI ne veut pas bloquer. LFI veut pouvoir continuer à être dans l'opposition et à demander toujours. Donc il y a ce côté plus de ceci, plus de cela, qui n'auront jamais. Comme je consulte régulièrement le X de Manon Aubry, elle saute d'une cause à une autre à la vitesse de la lumière. Il y a toujours un truc. Donc en fait, c'est leur fonds de commerce. Alors moi, j'ai une nouvelle, c'est puisque nous sommes en France, nous sommes dans la plus belle démocratie du monde, à peu de choses près. Oui. Je pense que non, c'est certain, tu peux l'affirmer. Donc je l'affirme, nous sommes dans la plus belle démocratie du monde, et dans la plus belle démocratie du monde, nous donnons du pognon aux journaux. Donc voici les subventions reçues par la presse papier en 2024. Le Parisien qui a reçu 12,3 millions d'euros. Le Parisien, Le Figaro 9,9, La Croix 8,8, Le Monde 7,8 et Libération 6,6. C'est aussi Libération doit y avoir 40 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il file le plus d'argent à ceux qui font le plus de tirages, en gros, c'est ça parce que non, parce que Ouest France reçoit moins que Libération. Ouest France est le premier journal de la PQR. C'est quoi ce délire ? C'est parce que c'est l'Humanité 5,7 millions. L'Humanité, qui est lu par 35 000 exemplaires. L'Humanité, c'est un truc, ça se vend plus, ça existe à peine. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embête un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout. Au contraire, ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. Ils ont failli connaître le succès et ils ont raté la marche. Ils ont tutoyé le ciel, la gloire et ils ont chuté. Dans cette rubrique, je veux rendre hommage aux losers du rock et aux faces B de l'industrie du disque, à ceux et celles qui ont loupé le train et que l'histoire a laissé sur le bas-côté de la route 666. Que se serait-il passé en 1974 s'il avait accepté de se rendre à l'audition des Rolling Stones pour le remplacement de Mick Taylor ? Comme il figurait parmi les favoris, il aurait été pris et j'aurais aimé les Rolling Stones. C'est pourquoi aujourd'hui je préfère les Beatles. Quand on a demandé à Jimi Hendrix qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur guitariste du monde, il a répondu qu'il fallait demander à Rory Gallagher, car c'est de lui dont nous allons parler. Rory, c'est un nom que beaucoup connaissent, qui flotte dans le ciel bleu du blues, paradis des musiciens oubliés. Et c'était un Irlandais. Double dose de loose cosmique dans sa face. Il naît en 1948 à Ballyshannon, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Irlande du Nord, où sa famille déménage alors qu'il a 1 an. Triple dose de loose. Heureusement, il vit à côté d'une base de l'US Army et il découvre le jazz et le blues. Le gamin est doué. Il a sa première guitare à 5 ans et il s'exerce seul pendant des heures en écoutant la radio. Il fait ses classes musicales dans un orchestre de bal, le Fontana Show Band, de ces groupes qui te font danser jusqu'au bout de la nuit, sauf qu'on ne boit pas de tourtelle dans ces soirées. C'est une école de la performance et de l'endurance. Il aime le rock, il porte les cheveux longs, il va dans une école catholique. Tu crois que ça va bien se passer ? Il prend des coups, il est puni, tant et si bien que sa mère le change d'école. Comme cela, il peut louper les cours à cause de ses concerts. Jusqu'à 15 ans, il est déjà pro. En 1966, il décide de monter son premier groupe, Taste, et opte pour le trio basse-batterie-guitare, comme plus tard Jimi Hendrix. La formule des trios gagnants, la formule des vrais rockers. Ils produisent 3 albums studio et 1 live. Le succès est au rendez-vous, ce qui pousse Rory à faire cavalier seul. En 1970, le groupe se sépare et Rory part en tournée sous son nom. Il enchaîne la vie de musicien de cette époque. Disque, tournée, disque, et on recommence jusqu'à l'épuisement. Plus de 200 concerts par an. À partir de la fin des années 70, il commence à prendre des cachets pour calmer son angoisse de l'avion. Il prend
des somnifères pour dormir, des excitants pour se réveiller, et il mélange le tout avec de l'alcool, bière et whisky. Il se flingue le foie, sombre dans la dépression, entre en conflit avec son frère jusqu'à cette tournée aux Pays-Bas, où il contracte une infection pulmonaire, tombe dans le coma, subit une greffe du foie et meurt en 1995 à Londres. Il a connu la gloire de son vivant, certes, mais comme toutes les bonnes bêtes de concours, il a été exploité, forcé à courir jusqu'à la mort. Il avait 47 ans, n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. On signale que le 11 décembre 1994, il a donné l'un de ses derniers concerts et le dernier en France au Plan de Ris-Orangis. Depuis, la rue porte son nom. Alors, un album à conseiller, Irish Tour 74, Irish Tour 74, la tournée qu'il fait dans son pays natal, alors qu'il est au sommet de sa gloire. Voilà. Alors c'est un blues celtique, il y a cette tristesse des Irlandais, peuple de migrants, signalons-le. Alors là c'est un live de 78 apparemment, à Montreux. À Montreux, Festival de Montreux. Et Rory Gallagher, alors si vous le voyez, il a une Stratocaster, c'était emblématique de son style, une guitare, une Fender Stratocaster, à laquelle est flingué, le vernis a sauté, elle a pris des coups, et il paraît que c'est à cause de l'acidité de sa sueur que le vernis sautait. Comme dirait Claude. Justement, cinéma, merci pour cette chronique Louis-Marie. Welcome. Si c'est ça, je me tuerais. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Eh bien, moi, Louis-Marie, je vais te parler du... Alors, je parle un peu tard, c'est un peu tard, j'avoue. L'expo se finit le 24 août. Dépêchez-vous d'y aller, il vous reste 2 jours. Il vous reste 2 jours, peut-être même juste un seul au moment où on diffusera cette émission. Donc, c'est une exposition au musée Carnavalet sur Agnès Varda et son rapport à Paris, la cinéaste Agnès Varda, qui est une exposition qui vaut surtout pour les vidéos qui y sont projetées. Notamment des extraits d'un film qu'elle a fait avec Gérard Depardieu, un Gérard Depardieu tout jeune. Jeune et beau. Jeune, méconnaissable. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, j'ai reconnu à la voix, qui joue le rôle d'un étudiant en lettres sur les quais de Seine. Voilà. Oui, j'ai l'image maintenant que tu parles en lettres sur les quais de Seine, j'ai l'image en tête. Ce qu'on apprend aussi dans cette exposition, c'est que c'était... Enfin, moi, j'ai appris, j'avais pas eu le focus sur ça plutôt, c'est que c'était une actrice... c'était une réalisatrice, bon, elle était aussi actrice d'ailleurs, qui était une artiste au départ, elle était plutôt axée photo, elle a fait l'école du Louvre, et donc elle a toujours côtoyé des artistes contemporains, parfois à succès, donc elle a toujours appréhendé sa vie, même très jeune, comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y avait les films qu'elle produisait, qu'elle réalisait. Alors, c'est une cinématographie très diversifiée. Il y a des documentaires, des courts-métrages, des séries, des longs-métrages, toujours très originaux. Elle a fait très peu de films avec des narrations, on va dire, classiques. C'était pas trop son délire. Et elle a appréhendé donc sa vie comme une œuvre d'art. Et ça va jusqu'à sa mort, puisque cimetière du Montparnasse, elle est enterrée à côté de son époux Jacques Demy, et l'endroit est charmant. Elle a fait poser un banc, il y a des fleurs, il y a du lierre qui est grimpant, et elle propose qu'on y passe un temps, et donc c'est un des endroits les plus charmants, c'est sous un arbre du cimetière. Voilà, et donc je vous recommande, si vous n'avez pas le temps de voir l'exposition, je vous recommande 2 films d'Agnès Varda, pour moi qui sont 2 chefs-d'œuvre, donc des films de la seconde partie des années 60, c'est Le Bonheur de 1965, qui est l'histoire d'un couple, une histoire assez banale, mais mise en image d'une façon assez exemplaire. Aussi, je vous recommande donc le film que j'ai passé en intro, Cléo de 5 à 7, qui est doublement intéressant, qui est un film en temps réel, c'est-à-dire que ça se passe sur 2 heures, et c'est une prouesse. Et ça montre 2 heures de la vie de Cléo. Ouais, 2 heures déterminantes dans la vie de Cléo, qui apprend en début de film, qui attend un verdict sur son résultat d'un test médical, et c'est une déambulation dans Paris pendant 2 heures, et les gens qu'elle rencontre. Et deuxièmement, c'est ça, en ça que c'est intéressant, c'est que c'est aussi la toile de fond, puisque tout est tourné en décor réel, c'est une déambulation dans Paris dans les années 60, au début des années 60, c'est 67 je crois, Cléo, je sais plus. Je crois que c'est 67, ouais. C'est fin des années 60. C'est les années 60, donc dans le 14e arrondissement, un arrondissement que nous connaissons bien, Louis-Marie et moi, et qui est, c'est vraiment un document, parce
que c'est pas mis en scène, c'est vraiment la vraie vie de Paris il y a 60 ans, et ça a vraiment changé. C'est ce qu'on voit à quel point, quand on voit les films des années 70-80 qui se passent dans Paris, on voit à quel point on a massacré. Surtout ce quartier-là. Ce quartier-là, et puis la ville en général. Il n'y a pas encore la tour Montparnasse, il y a encore la vieille gare Montparnasse. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Bon, voilà, donc je vous recommande Le Bonheur Cléo de 5 à 7 et l'exposition d'Agnès Varda et Paris au musée Carnavalet jusqu'au 24 août. Je te laisse le micro. Alors moi, je vais parler d'une série télévisée, d'une série américaine. La série américaine s'appelle Euphoria. C'est donc, le thème est archi classique. Il s'agit de suivre un groupe d'adolescents, de lycéens, dans sa vie quotidienne, les rapports qu'ils entretiennent. Ils sont tous dans le même lycée. Et il s'avère qu'au quotidien, qu'est-ce qui motive ces lycéens ? Il y a 3 choses, c'est la popularité, le sexe et la drogue. C'est réalisé par Sam Levinson, qui a créé la série, qui est inspirée d'une mini-série israélienne. C'est mal, boycott. C'est boycott, voilà, comme Jamel Debbouze. Donc Sam Levinson, il a créé la série, il a écrit les scénarios et il a filmé les épisodes, lui tout seul, et alors il a un talent. D'une part, il est capable de faire tout ça et de constater que certains des épisodes sont magnifiques parce qu'il utilise des procédés de mise en abîme, notamment comme le fait de filmer la pièce de théâtre qui raconte la vie des comédiens, tu vois, donc des personnages. La deuxième chose qui est intéressante dans cette série, c'est de voir à quel point les États-Unis ont pris conscience et en même temps n'ont rien fait, enfin continuent de le documenter. C'est que c'est un pays qui est absolument malade de son individualisme. Les individus dans Euphoria sont sans attache et sans lien, et pour tout dire, ils sont complètement perdus. Ce qui fait que l'un des personnages qui est joué par Zendaya prend de la drogue depuis l'âge de 14 ans, que l'un des personnages qui est joué par Sydney Sweeney va de relations de relations merdiques en relations merdiques avec qui se finissent toujours mal. Ce que moi ça m'a évoqué, j'en parlais tout à l'heure, c'est de renvoyer à la culture du narcissisme de Christopher Lasch, dont il faudrait qu'on parle à un moment plus longuement. Mais pour faire très court, Christopher Lasch entend décrire le portrait psychologique de l'individu moderne. Donc c'est sorti en 79 et il explique comment nous sommes passés d'une société de la névrose au 19e siècle à une société de la psychose au 20e siècle. Et le narcisse de Christopher Lasch est exactement ce narcissisme que l'on voit dans la série. C'est un personnage très très fragile en fait. Donc les personnages sont sans lien et ils sont sans attache et en fait l'homme n'est pas taillé pour être seul. Ouais, il paraît. Voilà. Écoute, ça fait très envie, mais je ne regarde plus de séries. C'est pour ça que j'en parle. C'est mon côté sectaire. J'ai plus de temps. De toute façon, j'ai plus le temps. Je bosse sur ce podcast. Il faut préparer les émissions, les faire, les tourner, les monter, les retourner des fois parce qu'on oublie d'appuyer sur le bouton et les remonter parce que la carte mémoire est pleine. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent et c'est un sacerdoce. Et bref, il n'y a plus de place pour moi pour les séries. Voilà, c'est mon côté sectaire. J'apprécie ton sacrifice et ça se sent. Il y a de la. Ouais, on sent l'énervement là, tu vois, sur cette dernière chronique. Dont le niveau audio est bien plus élevé qu'avant. Pas besoin de clin d'œil, le message est passé. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien, Louis-Marie, c'était encore un numéro chaotique de Jamais trop pas assez, qu'on vous remercie d'avoir suivi. C'était le numéro 10. On a essayé de faire un peu le numéro X. On a essayé de faire un peu un tour le plus exhaustif possible de l'actualité de merde de la France Potemkin. On vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, à nous écrire. Voilà, à dire ce que vous en pensez. Les plateformes, tous les liens de l'émission seront disponible sur la page Jamais Podcast sur Facebook, Jamais Podcast, et ce qui trouve être aussi, par le plus grand des hasards, l'adresse de notre Tipeee où vous pouvez faire des dons, et on en a besoin on a acheté un micro, on achète des gros micros, et voilà, il n'y a pas de petits dons, tous les dons sont bienvenus et on vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine, Louis-Marie, pour une nouvelle émission. Inch'Allah. Et dans l'intervalle, portez-vous bien. Allez, voilà, à la semaine prochaine, portez-vous bien et attention aux contrefaçons.